Je suis belge, je suis né le 1er janvier 1945, c'est-à-dire que je viens d'avoir 24 ans, et mon nom est Jackie X. Je précise tout de suite que Jackie X n'est absolument pas un pseudonyme, c'est la question traditionnelle, on me dit celui-là quand même, c'est vraiment un marrant, il a choisi un nom tellement drôle pour faire de la course. Eh bien, X est mon nom vrai. J'ai commencé la course automobile il y a 5 ans, c'est-à-dire que j'avais l'âge de 18 ans, après plusieurs saisons motocyclistes. Ma 5e saison automobile a donc été un aboutissement puisque j'ai abouti à la Formule 1 et que j'ai eu l'occasion de rouler pour un nom prestigieux qu'est le nom de Ferrari. Voilà en gros mon activité. Alors, Jackie X, vous venez de faire une synthèse très rapide de votre état civil, mais je voudrais tout d'abord savoir comment est-ce que ça a commencé, comment le virus vous a pris de la course automobile. Eh bien, dans le fond, il n'y a pas de virus du tout. La situation se résume à celle-ci. À l'âge de 16 ans, j'ai une horreur particulière de l'école, je déteste les études. Je ne suis pas particulièrement mauvais aux études, mais j'ai vraiment la phobie des études. Pourquoi? Je crois que c'est surtout parce qu'à ce moment-là, j'étais pris de liberté et que je n'avais vraiment pas compris du tout l'intérêt de mettre les gens en cage et de les forcer à étudier certaines choses. Enfin, bref, j'aime pas les études. Et je dirais pour les stimuler, mes parents, qui ont toujours été des gens extrêmement larges, eh bien, m'ont offert, je dirais, un vélomoteur. Et je devais avoir à ce moment-là, disons, 14 ans et demi. C'était surtout le stimulant pour me faire travailler à l'école. Je dirais tout de suite que le vélomoteur m'a fait énormément de plaisir. J'ai commencé à faire ce genre de motocross. J'étais dans les champs, dans les bois avec celui-ci. Mais Mais que ça l'école, n'a absolument oui. rien changé au point de vue scolaire. Et bien, à la suite de ça, il faut savoir donc aussi également que les X, c'est une famille, je dirais, d'automobilistes et de motocyclistes, en ce sens que, alors à 18 ans, eh bien, c'était très joli, j'avais des compétitions à faire en hiver, mais comme je n'allais plus à l'école, j'étais, disons, le loisif le plus total. Et on s'est dit, eh bien, pourquoi ne pas faire des courses de côte et des slaloms? Et le fait intéressant est celui-ci, c'est que l'importateur de ces motos Zundap, qui s'appelle Albert Morkens en Belgique, eh bien, il est également importateur BMW. Et en récompense des 2 ou 3 championnats que j'ai gagnés en trail, il me dit, bien voilà, j'ai une voiture de course de côte, qui est ma voiture personnelle. Je te la prête pour un an à condition que je ne te vois plus à l'usine. C'est-à-dire que tu fais tout toi-même, tout est à ta charge, mais tu reçois la voiture. Évidemment, j'étais ravi, je venais d'avoir 18 ans, c'était la première voiture, quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, cette saison commence très mal dans un certain sens parce que je reçois la voiture, je m'inscris à la première course de côte, je fais de très très bons temps aux essais. Puis le jour de la course, il pleut, je fais 3 virages, je sors de la route, je me mets sur le toit. Ça fait que ma saison ou ma carrière sportive, je disais automobile, a vraiment très mal débuté. Et la voiture, bien entendu, fichue. Eh bien non, la voiture n'était pas totalement fichue, mais disons qu'elle avait reçu un sérieux coup. Et ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai fait cette sortie de route en face de la télévision belge. C'est que ces images sont passées le dimanche soir, dans les images de la semaine et dans les images du mois. C'est-à-dire que du jour au lendemain, bien que j'étais déjà connu à moto, je suis devenu, je dirais, une sorte de célébrité en voiture, alors que je n'avais absolument rien fait pour ça. Disons que ça m'a sauvé. Sinon, une très belle sortie de virage. Et évidemment, une très belle sortie pour entrer dans la matière, c'était quelque chose d'assez superbe. Et puis, alors j'ai continué avec cette voiture qu'on a réparée, et puis ça s'est soldé par pas mal de succès en course de côte et en slalom. J'ai même fait quelques rallyes avec cette voiture. Et disons que la saison était malgré tout relativement positive. C'est l'époque également où Ford a lancé la Cortina Lotus qui allait faire des succès pendant 3 ans extraordinaires. Ford m'a proposé cette voiture, une voiture street version, pour faire les premières courses de côte en Belgique. Et j'ai eu la chance déjà de conduire cette voiture pour 2 raisons. C'est primo qu'il ne voulait pas engager un pilote connu, parce que si la voiture n'avait pas marché, Oui, eh évidemment. bien, on pouvait leur mettre tellement facilement sur le compte du pilote qui n'était pas, disons, qualifié. Donc, c'est, disons, ne prenait aucune responsabilité dans le... Pas de risque. Pas aucun risque. Et alors, cette voiture a marché extraordinairement et ça a été le vrai lancement. Et ainsi, d'année en année, eh bien,
j'ai fait mes classes, j'ai eu des voitures plus puissantes, puis j'ai eu une Ford Mustang, puis j'ai conduit des McLaren Ford en sport, et puis de la Formule 2, de la Formule 3, et puis la Formule 1 et le prototype. C'est comme ça que j'ai fait une escalade de marche en marche. Vous avez l'air de considérer cette escalade comme tout à fait normale, mais si l'on regarde la vie et la carrière professionnelle d'un grand nombre de pilotes, on s'aperçoit toujours qu'il y a une espèce de cassure entre même la Formule 2 et la Formule 1. C'est-à-dire qu'il semble que le passage de la Formule 2 à la Formule 1 soit vraiment la difficulté majeure. Chez vous, il ne semble pas que ça ait été le cas. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous savez, il y a une phrase anglaise qui est assez extraordinaire pour ça. On dit toujours the right man at the right place. Eh bien, pour l'automobiliste, c'est encore bien plus compliqué que ça pour le coureur. C'est the right man at the right place at the right time. Pourquoi? Parce que pour la Formule 1, eh bien, maintenant on parle énormément de promotion des jeunes et de promotion du sport automobile et de permettre l'accès à tout le monde. Le problème, il est dans le fond relativement simple. Il faut savoir qu'il y a 20 Formule 1 qui roulent et il n'y en a que 20 parce que économiquement parlant, il n'y a de l'argent que pour 20 voitures. C'est-à-dire que même si on faisait une promotion extraordinaire pour l'automobile et qu'on trouve 80 pilotes de Grand Prix, eh bien, il y aura toujours, il y aura toujours 60, il y a toujours 60 chômeurs. Oui. C'est-à-dire que the right man at the right place at the right time, c'est extrêmement difficile. Mais je crois que j'ai eu la chance de me trouver chaque fois là au bon moment. Et je crois que c'est ce qui m'a permis de monter si régulièrement. Je crois aussi que le succès que j'ai eu dans les catégories dans lesquelles j'ai couru y ont contribué pour beaucoup. Et je pense surtout que ce qui m'a aidé énormément, c'est que je n'ai pas rêvé d'automobile. C'est-à-dire que quand j'avais une voiture, je ne pensais absolument pas à la catégorie supérieure. Je ne penserais jamais à ce que serait l'année suivante ou ce qu'elle pourrait être. J'avais une voiture, j'étais extrêmement heureux de pouvoir la conduire et je voulais en tirer le parti maximum. Mais sans avoir une idée, sans avoir, je dirais, une ambition particulière de pouvoir arriver à la Formule 1. Et je crois que ce côté réaliste des choses m'a énormément aidé. Paradoxalement, on peut dire. Oui, paradoxalement. Il y a aussi une chose pour la Formule 1 que je voudrais que vous nous disiez, pour savoir si elle est vraie ou si elle est inexacte. On a parfois l'impression que de très bons pilotes qui ont fait des courses de côte, qui ont fait des rallyes, qui ont même couru des grandes épreuves d'endurance comme Le Mans, n'arrivent pas à passer en Formule 1. On a un petit peu l'impression qu'ils ont peur, ou plutôt que la conduite en Formule 1 demande une dimension supplémentaire. Eh bien oui, effectivement, il y a un très grand pas. Enfin, j'ai trouvé pas seulement un énorme pas entre la Formule 2 et la Formule 1. Mais je crois surtout que c'est une question de confiance des constructeurs. Il ne faut pas oublier que comme je l'ai expliqué, le nombre de places est extrêmement restreint. C'est-à-dire qu'avant de trouver une place au sein de ces équipes de Formule 1, eh bien, il faut que vraiment vous ayez fait de très bonnes choses qui autorisent, je dirais, le constructeur à prendre un certain risque parce que c'est une incertitude. Il ne sait pas si vous serez capable ou non de rouler dans sa Formule 1. Et vous, est-ce que vous le savez avant? Personnellement, je ne le savais pas. Parce que c'est ça l'intérêt de l'automobile, et des courses automobiles, c'est que chaque fois où il faut franchir un pas, et que vous ne savez pas si au point de vue réflexe, et si au point de vue, je dirais, vitesse et tout ça, votre organisme va me supporter ou pas. C'est-à-dire que tout là, je crois que c'est le don à la base, c'est un don inné, je crois que c'est surtout une question de réflexe, c'est la transmission de la réaction et de la décision. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a il y a des choses, par exemple, il y a des cas totalement imprévus qui vous arrivent en course, et vous réagissez même sans savoir pourquoi, d'une telle manière qui vous fait éviter un accident quelconque. C'est-à-dire que, humainement, vous avez le réflexe automatique qui vous sauve. Et on ne saurait pas expliquer pourquoi vous avez fait ça ou ça. C'est automatique. Vous savez que vous êtes au fond en train de condamner ce qu'on peut appeler les écoles de pilotage. Parce que si je résume votre pensée, on peut dire qu'un grand pilote conduit d'instinct. Eh bien, dans le fond, c'est presque ça. Je ne condamne pas les écoles de pilotage, parce que une école de pilotage, ça vous permettra de faire pas mal de choses, et ça vous permettra de tenter votre chance. Mais dans le fond, je crois que vraiment, il n'y a que le don, il y a ce que vous avez à la base, c'est-à-dire quand vous avez reçu quand vous êtes né, qui vaudra, je dirais,
à l'aboutissement. Donc, on peut dire aussi qu'à chaque palier franchi, les réactions, les réflexes doivent C'est une être plus inconnue. rapides. C'est une inconnue, il n'y a pas de problème. C'est chaque fois on demande un peu plus. Maintenant, avec une Formule 1, eh bien, je crois que c'est encore pire avec une voiture de Can-Am, par exemple. C'est un obus qui passe de virage en virage et on n'a plus le temps de vraiment de se tâter, de dire on va faire, est-ce qu'on va faire ceci, on va faire ça. Il faut qu'automatiquement le réflexe soit là, il faut savoir pile où on va freiner parce que ça prend des proportions vraiment gigantesques pour l'instant. Et la première fois que vous vous êtes installé dans ce qu'on peut bien appeler maintenant le cockpit euh, d'une Formule 1, quel a été votre sentiment? Est-ce qu'il y avait de la peur? Est-ce qu'il y avait de la fierté? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Il y a la fierté parce que arriver à la Formule 1, c'est Oui. quelque chose de très très important pour un pilote parce que c'est l'aboutissement. Donc, il n'y a pas plus haut que la Formule 1, donc c'est quelque chose de très important. Eh bien, quand je suis monté la première fois dans la Formule 1, eh bien, j'ai eu une impression telle de puissance qu'il m'a fallu au moins 10 tours avant d'oser pousser complètement sur l'accélérateur. Parce qu'on poussait un tout petit peu, cette voiture était littéralement projetée en avant. J'ai fait bien 10, oui, je dirais, même 15 tours avant d'oser pousser à fond sur l'accélérateur, avant de m'habituer. Tellement ça vous donne l'impression d'obus jeté à pleine puissance dans les lignes droites, c'est quelque chose d'effrayant. Et vous aviez derrière vous, puisque maintenant la technique met les moteurs à l'arrière, vous aviez derrière vous combien de chevaux ce jour-là? Eh bien, mon premier contact avec la Formule 1, c'était à Monza l'année dernière. C'était avec une Cooper qui faisait 370 chevaux et qui était déjà, c'était pas la plus puissante du lot des Formule 1. Au contraire, c'était une voiture qui était un petit peu dépassée, mais qui pour moi était importante et qui marche et qui était intéressante dans le sens que ça me permettait de faire une rentrée dans la Formule 1, avoir un contact relativement doux, c'est-à-dire que personne ne pouvait me demander de faire des miracles avec cette voiture, et d'avoir un premier contact intéressant et de se dire, de voir comment une Formule 1 pouvait aller. Mais déjà 370 chevaux avec la courbe, eh bien pour moi c'était quelque chose déjà d'assez intéressant. Et puis après ça, il y a eu le pas avec Ferrari qui passait du coup à 410 chevaux ou à 415 chevaux avec les 500 kilos. Alors là vraiment ça a été très très intéressant. Alors, que pensez-vous des Ferrari? Je vous pose cette question parce que on a un peu le sentiment que le fameux cheval cabré est en baisse sur les circuits. Est-ce que vous pensez que c'est provisoire ou bien qu'il y a quand même ce qu'on peut appeler la fin d'un artisanat Ferrari? Non, bien je crois que Ferrari n'est pas en baisse du tout. Je crois surtout que c'est la concurrence qui a fait un terrible pas en avant. Un pas fantastique en avant. Il ne faut pas oublier quand encore jusqu'à 58 ou même jusqu'à 60, eh bien la suprématie Ferrari était Total. écrasante. Et que Ferrari d'ailleurs à ce moment-là n'avait par exemple aucun problème de pilote parce que tout le monde voulait rouler pour lui, il avait les meilleures voitures. Non, ce qui est important à savoir, c'est que c'est surtout les marques concurrentes qui ont fait un pas fantastique en avant et qui se sont mis, je dirais, au même niveau que Ferrari. C'est-à-dire que maintenant, pour gagner un Grand Prix ou pour le perdre, eh bien, la marge est extrêmement réduite. Et pour l'instant, Ferrari, eh bien, elle avait des voitures extraordinaires qui avaient des tenues de route vraiment fantastiques, elle était minimum du poids, mais il lui manque quelques chevaux. Il lui en manque pas beaucoup, il lui en manque peut-être 8, 10, mais qui suffisent à créer, je dirais, presque un handicap, je ne vais pas dire insurmontable, mais très important vis-à-vis des concurrents. C'est-à-dire que maintenant, Ferrari l'année prochaine, eh bien, il n'est pas dit qu'il ne marchera pas beaucoup mieux que les autres, mais tout le monde est tellement près les uns des autres Oui. que le facteur pilote et automobile, tout ça est tellement compact qu'il est vraiment très difficile de faire un pronostic. Et quand on parle de Ferrari en baisse, en fait, c'est pas Ferrari en baisse, c'est Ferrari C'est où les- il manque le cheveu pour faire des résultats. Et vous pensez qu'il va le trouver? Et il va le trouver. En fait, le problème le plus principal, c'est que Ferrari a un V12, c'est un moteur qui marche extraordinairement, mais pour qu'il soit intéressant et compétitif, ou supérieurement compétitif par rapport aux autres, il faudrait que ce soit un moteur qui tourne, je dirais, à 12 000 tours sans problème. Or, ce moteur ne tourne. Il pourrait tourner, il est capable de tourner à 12 000 tours, mais Mais il casse à 12 000. il ne casse pas non plus, Non. mais des problèmes, par exemple, comme des problèmes d'huile et de lubrification, qui sont pas, qu'on n'est pas capable de résoudre maintenant. C'est-à-dire que ce moteur marche parfaitement jusqu'à 10 500 tours, mais il n'est pas compétitif avec, par exemple, un Ford qui marche avec 9 500.
Ford est nettement supérieur, par exemple, dans l'accélération. Jackie X, la technique au fond n'est pas tout. Et je voudrais tout à l'heure, quand nous nous promènerons un petit peu dans Villars, que vous me disiez comment vit et ce que pense au fond un pilote de Formule 1. Est-ce que vous êtes d'accord de jouer un petit peu à ce jeu de la vérité? Eh bien oui, en fait la question est toujours, c'est une question traditionnelle, c'est la question, on dit vous faites des courses le dimanche, mais puis qu'est-ce que vous faites pendant la semaine? C'est une question très très drôle, Eh bien, et il y a moyen de répondre de manière très amusante. On va y répondre, on va y répondre. Alors en général, ce que les gens oublient, c'est que les grands prix et les courses de prototypes, eh bien ça prend vraiment un temps colossal. C'est-à-dire que je me souviens qu'en 66, eh bien, j'avais disputé des courses sur 42 week-ends. J'en ai fait à peu près autant en 1967. Et il faut savoir que les courses se disputent en général sur 3 ou 4 jours. Pourquoi sur 3 ou 4 jours? Parce que, en général, eh bien, le jeudi consiste à se déplacer vers le lieu où on va courir. Le vendredi et le samedi, ce sont les essais. Ce sont des essais importants parce que comme ce sont des voitures qui sont extrêmement sensibles, il faut des réglages très particuliers, il faut les travailler très fort. Et qu'ensuite, la course se dispute le dimanche et que le lundi, en général, vous ramène chez vous. En fait, ça vous laisse, disons, encore grosso modo, comme temps mardi et mercredi. Or, je trouve que 2 jours par semaine, déjà pour vous occuper de vos affaires personnelles, des intérêts personnels que vous avez, et pour vos loisirs, eh bien, dans le fond, il reste peu de choses. Alors, il faut savoir que tout est corsé par le fait qu'il arrive des nouvelles voitures, ou il y a des modifications sur les voitures, et qu'en semaine, si on a le temps libre, eh bien, il y a encore les essais privés par l'usine, qui ont lieu généralement, pour moi, quand c'était chez Ferrari, c'était à Modène. Maintenant, ce sera en Angleterre plus souvent, mais en fait, on va à Silverstone ou on va à Goodwood et on essaye les modifications apportées aux voitures. Ça fait que ça ne laisse dans le fond pas énormément de temps. En fait, il faut savoir que c'est très éprouvant l'automobile. On a l'impression, on parle toujours de l'automobile, on a l'impression que c'est un sport où il faut rien faire, on est assis dans sa voiture, il faut conduire, c'est tout. En fait, c'est très difficile parce que la tension nerveuse est vraiment colossale. Et je dis ce qui fatigue énormément, c'est que cette tension arrive à un tel point qu'à la fin d'une course, on est vraiment retiré de la voiture comme une loque. Parce que non seulement on a transpiré en quantité abondante, parce que les combinaisons que nous portons maintenant sont des combinaisons unifugées qui sont extrêmement efficaces, mais également très très chaudes. C'est-à-dire que je dirais que c'est presque un sauna. Et ensuite, la tension, eh bien, vous liquide vraiment. Eh bien, justement, alors, est-ce que ces conditions de vie ne vous obligent pas à une hygiène de vie tout à fait particulière? Bien, je dirais l'intérêt d'être pilote automobile, dans le fond, c'est que nous n'avons pas d'horaire, nous avons de grandes libertés et qu'on n'est pas obligé de faire le bureau et des choses comme ça. C'est pour ça que ça plaît en général beaucoup aux pilotes parce qu'ils ont une grande liberté. Mais et l'autre avantage, c'est que dans le fond, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut conserver sa forme physique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas évidemment faire la nouba et sortir jusqu'à 3 heures du matin et tout ça. Évidemment, on peut le faire une fois de temps en temps, mais en fait, une fois que la saison est lancée, si on veut tenir le coup jusqu'au bout, eh bien, il faut vivre, je dirais, presque comme un ermite, c'est-à-dire qu'il faut aller dormir relativement tôt, se lever relativement tard. Personnellement, pour moi, c'est encore plus facile parce que je ne fume pas et je ne bois pas. Ça fait que ça me facilite, je veux dire. Oui, considérablement. Oui, ça me facilite fort le boulot. Mais à 24 ans, tout de même, ce genre de vie peut poser quelques problèmes. Oui, pas spécialement, parce que si je veux faire la saison complète, c'est-à-dire que par exemple la saison continue pour les pilotes soit en Argentine, soit en Tasmanie, eh bien personnellement, j'ai décidé de ne plus rouler en hiver. C'est-à-dire que je veux stopper ma saison, disons, pendant 2 mois, parce que j'estime que pour tenir le coup, eh bien, il faut avoir un arrêt. Si on roule toute l'année, tout le temps, eh bien, pour finir, on s'épuise et puis on ne fait plus rien de bon. Et il y avait un exemple très flagrant, c'était Hamon l'année dernière, qui avait fait absolument toute la saison, qui avait encore fait la saison Tasman. Et puis quand il a dû refaire la saison européenne, la recommencer, eh bien, il était tellement à bout de nerfs et tellement fatigué, je dirais, de course automobile, qu'il n'a plus rien fait de bon. Ça fait que j'estime que ces 2 mois d'hiver, pour moi, je tiens à les garder, ils sont capitales. C'est-à-dire que même j'ai eu des offres pour rouler en Tasmanie et en Argentine, eh bien je les ai refusées parce que si on veut faire ça encore pendant 5 ou 6 ans, eh bien il faut stopper. C'est impossible à faire tout le temps.
Jackie X, il y a une chose dont on peut parler peut-être. Vous êtes un homme jeune. Est-ce qu'un pilote peut être marié? Mais écoutez, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas, alors que la majorité des pilotes de Grand Prix, enfin une bonne partie des pilotes de Grand Prix, sont mariés, ont des enfants. Je crois évidemment, c'est peut-être plus difficile pour une femme d'admettre une vie de pilote, parce que malgré tout, je dirais pas, la course n'est pas vraie, elle n'est pas dangereuse. Mais enfin, disons qu'il y a un certain risque. C'est-à-dire que les pilotes de Grand Prix, dans le fond, ils ont vraiment un minimum d'accidents. Je crois surtout que les accidents proviennent des pilotes amateurs parce que on n'a pas l'expérience voulue et tout ça. Mais non, vu rétrospectivement, je réalise très bien que quand j'ai commencé, eh bien, j'ai pris des risques épouvantables que je ne prendrai absolument plus maintenant. Jackie X, nous arrivons au terme de cet entretien. Il y a une question évidemment qu'on va vous poser. Est-ce que vous êtes heureux de la vocation qui était la vôtre? Mais j'en suis d'autant plus heureux du fait qu'elle a été inattendue. Parce que je ne sais pas si je l'ai expliqué, mais avant 18 ans, eh bien pour moi, l'automobile n'était vraiment rien du tout. L'automobile ne m'intéressait alors absolument pas. Et je peux d'ailleurs vous raconter une petite histoire à ce sujet. C'est que quand j'avais 12-13 ans, eh bien mon père m'a amené voir le Grand Prix de Belgique une année. Ça m'avait tellement profondément ennuyé que j'avais dit surtout, l'année prochaine, ne pas me ramener au Grand Prix de Belgique, ça m'intéresse absolument pas. Alors c'est assez drôle de voir comme la vie, dans le fond, vous conduit sur des chemins absolument incroyables. Eh bien, on m'aurait dit à ce moment-là, eh bien, vous ferez de la course plus tard, vous serez pilote professionnel. Eh bien, j'aurais ri, ça m'aurait fait rire aux larmes tellement ça me semblait à ce moment-là vraiment quelque chose de tout à fait ridicule. Et ce Grand Prix de Belgique, est-ce que vous l'avez gagné au cours de votre carrière? Non, non, évidemment, ça aurait pu l'être cette année-ci, disons, si j'avais pas une défaillance mécanique qui m'a fait terminer troisième. Disons qu'il s'était annoncé sous de bonnes augures, mais je me suis, disons, rattrapé au Grand Prix de France, là où justement j'avais eu un bon choix de pneus et j'ai gagné ce Grand Prix de France. Évidemment, je crois que c'est ce qui m'a fait encore sauter ou me faire un pas en avant, disons, dans le domaine de la course en Formule 1. Il y a aussi une autre question qui est peut-être un tout petit peu gênante, mais elle a trait à ce qu'on peut appeler le folklore de la course, le folklore de la compétition. Est-ce que, oui ou non, les pilotes en course se font parfois ce qu'on pourrait appeler des vacheries? Non, bien écoutez, cette question n'est pas gênante du tout pour la bonne et simple raison que ce soit en prototype ou que ce soit en Formule 1, eh bien, pour les pilotes professionnels, il est hors de question de se faire des vacheries. Je dirais que c'est en Formule 1 et en prototype qu'on trouve le plus de correction et le plus de sécurité. C'est-à-dire que tous ces pilotes, eh bien, comme moi, ils désirent vivre très vieux et qu'ils ne se payent absolument pas le luxe de prendre un risque. C'est ça qui est sympathique en Formule 1 et en prototype, c'est qu'il n'y a donc aucun risque. Et ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas le cas en Formule 2 et en Formule 3, où là, évidemment, eh bien, les courses sont nettement plus dangereuses pour la bonne et simple raison que la Formule 2 et la Formule 3 eh bien, sont des tremplins pour arriver, je dirais, aux courses importantes comme le sont les courses de prototype international ou les courses de Formule 1 et que par conséquent les pilotes pour y arriver se servent de ça comme tremplin et prennent beaucoup plus de risques que la Formule 1. Je ne dirais pas qu'en Formule 1, évidemment, on se traîne, ça n'est pas vrai, mais je dirais qu'une fois qu'on est établi en Formule 1, je dirais qu'il est peut-être plus facile de maintenir sa position qu'au moment où on faisait de la Formule 2 et tout ça. Enfin, moi, mes souvenirs de Formule 2, je me souviens que pour faire les résultats que j'ai faits, eh bien, je me défonçais vraiment pour faire des résultats. Maintenant, je dis, eh bien, peut-être que j'ai ralenti un petit peu, mais j'ai plus d'expérience aussi. Vous avez prononcé tout à l'heure la phrase qui va nous permettre de conclure. Vous avez dit tous les pilotes souhaitent devenir très vieux. Alors, Jackie X, combien de temps allez-vous encore courir? Mais pour moi, le problème est très très simple, en ce sens que ce que j'aime la voiture énormément. Je dirais c'est toute ma vie pour l'instant, et c'est une passion. Le jour, à mon avis, le jour où je commencerai à avoir peur en voiture et que ça commencera à m'intéresser un peu moins, eh bien j'arrêterai du jour au lendemain. Le jour où la voiture m'intéressera plus, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 5 ans. Mais je crois que de toute manière, un âge idéal pour s'arrêter, moi, mon rêve, dans le fond,
ce serait de s'arrêter à 35 ans. Parce que je crois qu'après, eh bien, on a vraiment tout fait. Je pense que 35 ans, c'est un âge idéal pour s'arrêter. Eh bien, il vous reste 10 ans devant vous. Nous vous les souhaitons remplis de succès. Eh bien, écoutez, je vous remercie 1000 fois de cette interview. Je dois dire que pour moi, c'était un énorme plaisir. C'est la première fois que je viens à Villa. C'est un énorme plaisir de trouver cette gentillesse suisse ici. Je dois dire que j'ai rencontré tellement de personnes vraiment sympathiques que je crois que je ne pourrais pas faire autrement que revenir ici, par exemple. Eh bien, acceptons-en l'augure.